Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un grand bonheur pour moi de vous présenter ces chemins croisés qui sont une confrontation, ou plutôt, devrais-je dire, un dialogue entre les voyages que Freud fit en Italie de 1895 à 1923 et mes propres errances photographiques et littéraires dans un pays que j'eus l'immense bonheur de découvrir dès mon enfance, ce qui, dans les années 50, n'était pas encore très courant. En octobre 2022, voici 3 ans et demi, ma femme et moi nous refîmes un grand tour de la Toscane et de l'Ombrie, et en déambulant dans le Corso Cavour d'Orvieto, ma femme attira mon attention sur une plaque apposée sur la façade du Palazzo Bisenzzi. Cette plaque disait que Sigmund Freud avait séjourné dans ce qui était à l'époque l'Hôtel des Beaux-Arts. Cette plaque montrait en outre une dédicace à Marie Bonaparte. Et dans le coin supérieur gauche, j'identifiais deux personnages, un démon, un damné, qui sont en fait tirés de la fresque du Jugement dernier de Luca Signorelli, voici le démon, voici le damné, que l'on peut voir dans la chapelle San Brisio du Duomo tout proche. Alors, comme le lecteur de Diderot, je m'interrogeais, d'où venait-il? Où allait-il? Que faisait-il à Orvieto? Et une fois rentré à Paris, je consultai le livre que Christfried Teugel a consacré au voyage de Freud en Italie, en se basant sur la correspondance qu'il adresse presque tous les jours à Martha, son épouse, à sa famille et à quelques intimes. Que faisait-il à Orvieto? Il boit du vin blanc, ce vin si joli que Freud compare à du Porto. Il visite des tombeaux étrusques et il achète des antiquités à l'antiquaire local Riccardo Mancini, car il a commencé une collection qu'il poursuivra jusqu'à la fin de sa vie. Beaucoup plus tard, il confiera à Jeanne Lampel de Groot qu'une collection qu'on arrête est une collection morte. Et il visite bien sûr le Duomo, que le Baedeker compare à ceux de Sienne et de Florence, et il y admire la fresque de Signorelli, dont il achète une reproduction, dont, selon Vasari, Michel-Ange se serait inspiré. Et l'année suivante, lors d'un voyage en Dalmatie, le nom de Signorelli lui échappe et il va faire de l'oubli de ce nom le premier chapitre de la psychopathologie de la vie quotidienne. D'où venait-il? Nous sommes en septembre 1897, il vient de Pise, il fait lui aussi le tour de la Toscane en compagnie de son frère Alexander et d'un jeune médecin venu de Berlin, Félix Eatel, qui est venu à Vienne pour étudier la neurasthénie sous sa direction. Où allait-il? Il fait le tour du lac Trasimène et son itinéraire coïncide plus ou moins avec celui que je viens de faire. Et le lac Trasimène suscite en moi immédiatement toute une chaîne d'associations. D'abord, le récit de Polybe, la victoire d'Hannibal, les Carthaginois surgissant du brouillard, écrasant les légions romaines du consul Flaminus. Mais Hannibal, c'est le héros sémite du jeune Sigui, quand il est confronté à l'antisémitisme du gymnasium et au récit de l'humiliation de Jacob Freud en Moravie dans sa jeunesse. Et puis, Hannibal, c'est aussi le fameux lapsus calami commis par Freud dans la première édition de l'interprétation du rêve, quand il confond Hamilcar, le père, et Hasdrubal, le frère d'Hannibal.
Et c'est l'avertissement de son demi-frère Emmanuel qui lui dit que par rapport à leur père, Jacob Freud, Sigmund est non pas de la deuxième, mais de la troisième génération. Et une constatation s'est très vite imposée à moi. On ne peut appréhender les voyages de Freud en Italie en se basant uniquement sur les lettres et les cartes postales qu'il envoie chaque jour à Martha. L'Italie est en effet omniprésente dans son œuvre, dans ses livres, dans sa bibliothèque, dans sa collection, dans les lettres qu'il adresse à Fliess, puis plus tard à Eitingon ou à Abraham, et dans les métaphores, l'archéologique qu'il utilise pour illustrer le travail de l'analyste, et dans la métaphore ferroviaire qu'il compare à la position de l'analysant. Je ne me limitais pas au périple toscan. Venise, Rome, la Campanie, la Sicile, les itinéraires de Freud coïncidaient avec les miens. Et au fond, cela n'était pas très étonnant, parce que nous recherchions les mêmes choses. L'Antiquité, la Méditerranée, le soleil, une certaine douceur de vivre. On ne va pas à Paestum ou à Rome comme on va à Merano. Voici une vue du Palatin de Rome, une vue de Paestum. On ne va pas, disais-je, à Rome ou à Paestum comme on va à Merano ou à Karlsbad prendre les eaux. Quand il achète l'Ilios de Schliemann, Freud écrit à Fliess que le bonheur, c'est de réaliser un souhait d'enfance. Et je m'interrogeais, à travers notre goût commun de l'Italie et de l'Antiquité gréco-romaine, sur ce besoin de voyager, sur celui de collectionner des fragments du passé, et sur la signification de la photographie dans ma vie comme dans celle de Freud. Freud ne prenait pas de photographie. Il laissait ce soin à son frère Alexander ou à Sándor Ferenczi, mais il achetait des photographies de sites visités parce qu'il y avait alors, dûment signalé par le bas de Caire, des ateliers studios de photographes où l'on pouvait se faire photographier et acheter des clichés divers des sites emblématiques. J'imaginais alors les photographies que Freud avait pu acheter. Et je tirais quelques images monochromes de Sienne, de Rome, de Florence, en leur donnant un virage sépia et en prenant grand soin, bien sûr, d'éviter tout indice contemporain. Voici, par exemple, une photographie de la Certosa di Maggiano à Sienne. Voici une photographie du Forum de César à Rome. Une autre photographie du Forum, c'est la colonne de Phocas. Et enfin, le petit temple longtemps attribué à Vesta, à l'entrée de Rome, par lequel je commence généralement mes séjours romains. Cela restait pour moi anecdotique. Et c'est alors que je conçus le projet de confronter mes propres voyages italiens à ceux de Freud, en associant librement à mes photographies des citations de ses lettres, de ses textes, des souvenirs de mon enfance, des souvenirs de mon analyse déjà lointaine, et, faut-il l'avouer, un exercice d'auto-analyse dans la présence muette de la mort dont je venais d'entrevoir le profil. Le premier volume de mes chemins croisés commence en 1895. 1895, c'est une date un peu charnière car c'est la publication avec Breuer des études sur l'hystérie. C'est en juillet le fameux rêve de l'injection faite à Irma. C'est à l'automne, quand il rentre de Berlin, où il est allé voir Fliess, la rédaction de l'esquisse. C'est pour moi la naissance de la psychanalyse
Et c'est aussi celle d'Anna le 3 décembre. Mais à la fin du mois d'août, Freud découvre Venise avec son frère Alexander. Il loge dans une pension modeste, mais merveilleusement située sur le quai des Esclavons. Et de sa chambre, il découvre San Giorgio, la Giudecca, le Redentore, et en se penchant un petit peu, l'entrée du Grand Canal. C'est aussi la vue que j'ai de la chambre de mon hôtel voisin, un ancien palais du Doge d'Andolo. Et comme Freud, je cours à l'académie, je cours au Frari, à San Rocco. Comme Freud, je déjeune au Quadri. Comme Freud, il m'arrive de remonter en gondole le Grand Canal. C'est à Venise, en 2021, il y a 4 ans, que j'ai photographié et rédigé la première partie de ma cérémonie des adieux. Venise était plongée dans un épais brouillard qui lui donnait un air tout à fait fantomatique. Et j'ai pensé alors qu'elle était comme en partance, elle aussi. Il est de bon ton aujourd'hui de déplorer l'hypertourisme qui affecte Venise, comme il affecte le Colisée ou le site d'Angkor Wat. Notez que ce n'est pas nouveau. En 1894, Henry James, qui aurait à peu de choses près pu croiser Freud à Venise, Henry James dénonçait déjà les abominations du tourisme moderne, la promiscuité et la vulgarité. Mais pourtant, je connais à Venise des ruelles désertes comme cette calle Chelsea, dans le Dorso d'Oro, dans le Castello. Et cette ruelle où je ne croise jamais personne débouche sur un minuscule canal qui longe la muraille de l'Arsenal. Freud revint à 7 reprises à Venise au cours des années suivantes, tantôt comme une simple étape vers Florence ou vers Rome, tantôt pour quelques jours. Son dernier séjour vénitien est en 1913. Il a pris Anna à Merano, ils ont passé une journée et une nuit à Vérone, et puis il emmène Anna à Venise. Il loge dans un hôtel luxueux, le Britannia, un ancien palais des Tiepolo, et il fait découvrir à Anna l'essence de Venise. Il écrit cette vieille magicienne. Mais si Anna découvre Venise, Freud découvre Anna. Quelques mois plus tard, il lui envoie de Rome une carte postale, papa, à sa future accompagnatrice. Et accompagnatrice, elle le sera, et pas seulement de voyage, elle l'accompagnera jusqu'à sa mort à lui, et on peut dire sa mort à elle. L'année suivante, en 1896, Freud et Alexander vont à Florence. Il est ébloui. Il va aux offices, il court à Santa Croce, il va au Bargello, il va au Palais Pitti, et puis, soudainement, Freud se lasse. Il est pris de ce qu'on a appelé le syndrome de Stendhal. Il doit quitter la ville, il se réfugie dans les collines, ce que Florence a de plus beau, écrit-il, dans une Torre del Gallo qu'il transforme en Galileo. Il achète d'ailleurs une gravure du portrait de Galilée et j'imagine qu'il s'identifie aux scientifiques persécutés par l'Inquisition. Je n'ai pour ma part jamais cessé de photographier à Florence le Ponte Vecchio, de jour comme de nuit, ce que vous pouvez voir sur cette photographie, parce que le Ponte Vecchio est lié à un souvenir extrêmement vivace de mon enfance. Et j'ai aussi à Florence mon lieu secret. C'est un jardin d'iris, le cimetière anglais,
où l'on peut voir entre autres la sépulture d'Elizabeth Barrett Browning, la grande poétesse anglaise qui est inhumée là-bas. À leur retour de Florence, Jacob Freud se meurt lentement de vieillesse et Freud écrit à Fliess qu'il a le sentiment d'être désormais sans racines. Pardon. Dans la préface de la seconde édition de l'interprétation du rêve, il écrit que la mort de son père est l'événement le plus important, la perte la plus déchirante d'une vie d'homme. Mais Freud se trompe. Il y a bien pire que la mort du père. Et Freud en fera l'amère expérience en 1920 quand Sophie, l'enfant du dimanche, est emportée par la grippe espagnole ou, dit-on aujourd'hui, par une septicémie consécutive à un avortement provoqué. Et puis, 3 ans plus tard, en 1923, c'est la mort du petit Heinz Heinele, le fils cadet de Sophie, qui meurt d'une tuberculose miliaire. J'ai trouvé une photographie intéressante dans les archives du Freud Museum de Londres, à Maresfield Gardens. C'est la photographie prise en 1897 par Alexander de la famille Freud lors du dévoilement de la pierre tombale de Jacob Freud. Cette cérémonie porte en yiddish le nom de Matzawe-Aufdeckung. Elle clôture l'année du deuil, le Yahrzeit, et on peut dire qu'elle forclôt le mort. Autour de la pierre tombale, vous pouvez reconnaître Amalia Nathanson, la veuve, Sigmund Freud. À la droite de Sigmund Freud, sa sœur Mitzi. À sa gauche, Rosa. Et à côté de sa mère, Dolphy. Vous savez que ces 3 sœurs de Freud, plus Pauli qui n'est pas sur la photographie, ont été déportées à Theresienstadt et de là, elles ont été gazées à Treblinka. En 1901, 4 ans plus tard, c'est enfin Rome, avec Alexander encore. Freud a dû surmonter des résistances liées à l'antisémitisme chrétien. Il loge dans un hôtel aujourd'hui disparu face à la colonne de Marc Aurèle et devant le Panthéon, il s'étonne comment, se dit-il, a-t-il pu attendre aussi longtemps. Il veut tout voir, il court d'un site à l'autre, d'un musée à un autre, d'une église à une autre, mais le Palatin que vous voyez là est, dit-il, ce qu'il a vu de plus beau. J'ai moi aussi pour Rome un attachement singulier, le Palatin certes, mais peut-être aussi, peut-être encore davantage, les ruines grandioses et vides des thermes de Caracalla et du palais de Maxence à l'entrée de la Via Appia. J'aime particulièrement les ruelles qui entourent la Piazza Navona et qui vont du Tibre au Panthéon, la Via Giulia, la Via dei Coronari, qui mène aux anges du Ponte Sant'Angelo devant le mausolée d'Adrien. Et comme Freud, j'ai à Rome mes antiquaires. L'un d'eux porte le nom célèbre de Borromini, et c'est un libraire à 2 pas du Panthéon, car je collectionne les ouvrages des auteurs grecs et latins des XVIe, XVIIe et parfois XVIIIe siècle. J'avoue que la reliure, la texture du papier, les annotations, les ex-libris, et plus que tout les commentaires d'Erasme, de Juste Lipse, de Casaubon. Tout cela donne pour moi au livre une résonance. Vous avez ici un petit échantillon de ma collection, les vies de Plutarque, 2 œuvres de Tacite, un Thucydide, un Flavius Joseph. Le latin et le grec sont d'ailleurs
un autre point de convergence entre Freud et moi. Sa correspondance à Silberstein, à Fliess, à Jung, à Abraham est émaillée de locutions latines. Ses œuvres de citations d'Horace et de Virgile, en particulier l'épigraphe de l'interprétation du rêve, Flectere sine queo superos acquerantam movebo, si je ne puis fléchir les dieux d'en haut, je mettrai en branle l'Achéron. Et jusqu'aux années 20, Freud emploie volontiers le latin pour désigner le corporel et le sexuel. Un exemple bien connu est cette lettre à Fliess où il décrit l'expérience qu'il a eue à 4 ans lors du voyage de Leipzig à Vienne, au cours duquel il a vu sa mère nue, et il le dit en latin, matrem nudam. Et je termine ce premier tome de mes chemins croisés par le voyage qu'il fait avec Alexander en 1902 à Naples, que Freud déteste. Il n'y reste pas, il y gagne Sorrente, la chaleur est accablante, elle ne l'empêche pas cependant de visiter Capri, Pompéi et Paestum. Voici une vue de Paestum, c'est le temple des rats. Freud dit de Paestum que c'est le point culminant du voyage. Pompéi, dont voici quelques images, occupe une place extrêmement importante dans la vie et dans l'œuvre de Freud. Quelques années plus tard, Eittingon, quand il visite à son tour Pompéi, lui écrit « Comme vous avez raison de faire de Pompéi une métaphore psychanalytique ». C'est le site emblématique de la métaphore archéologique, c'est aussi le site de la Gradiva de Jensen, à laquelle il rédige 4 ans plus tard une étude à l'instigation de Stekel et de Jung. J'ai aussi consacré un petit livre à Pompéi, en reprenant les récits de Pline et de Dion Cassius de l'éruption du Vésuve, mais aussi toutes les inscriptions, tous les graffitis que l'on a découverts sur les murs de Pompéi, des graffitis qui sont très souvent obscènes. C'était une cité apparemment dédiée à Vénus. Et j'ai eu beaucoup de joie et de plaisir à en traduire quelques-uns. Un exemple, Hic fututassum, ici j'ai été baisé. Et il y en a beaucoup d'autres du même genre. Voici une autre vue de Pompéi. Je ne vais pas m'étendre sur les rapports de Freud et de l'archéologie parce que c'est presque un lieu commun. Il n'y a pas d'exposition consacrée à Freud, pas de catalogue, pas de livre, sans qu'on ait de longs développements sur les relations de Freud et de l'archéologie. Simplement, j'ai, pour illustrer le propos, choisi cette photographie prise par Marcel Sternberger à Londres en 1938. On voit Freud à son bureau et devant lui, sur son bureau, il y a toute une collection de Tanaga et de petits lécites, une collection qui lui a été offerte par Marie Bonaparte en juin 1938 quand il s'est arrêté à Paris. Sa collection, sa fameuse collection, est pour l'instant dans les mains des nazis et Marie Bonaparte a considéré que Freud, sans une collection sur son bureau, serait bien malheureux. Ce sont de 1895 à 1902 les années du splendide isolement, peut-être moins total que Freud ne l'a dit, parce qu'enfin, en 1897, il est reçu à la loge Vienne du Bnei-Brit. Mais il rompt avec Breuer, il rompt avec Fliess, et il confiera un peu plus tard à Ferenczi qu'il a réussi là où le paranoïaque échoue. Mon second volume s'ouvre sur un voyage qui n'avait pas été prévu
et qui n'est pas en Italie, c'est à Athènes. Donc vous voyez ici une vue du temple appelé l'Olympeion, qui a été édifié par Hadrien quand il a séjourné pour de longs mois dans la cité grecque. À Athènes, le détail me paraît touchant. Il écrit à Martha que pour gravir l'acropole, il a mis sa plus belle chemise. Et là, c'est « je rêve ». Non pas un sentiment océanique, comme le pasteur Pfister ou Romain Roland aimeraient nous le faire croire. L'ébahissement de Freud n'a rien de religieux. C'est « tout cela est donc vrai ». C'est « si notre Père nous voyait ». L'évocation de Jacob Freud, le juif de Galicie, qui n'a pas très bien réussi financièrement, l'évocation de Jacob devant le Parthénon trahit pour moi la double identité, la double appartenance de Sigmund Freud. Juif et grec, juif et athée, et réciproquement. Et Freud conclut, tout se passe comme si le principal dans le succès était d'aller plus loin que le père, et comme s'il était toujours interdit que le père fût surpassé. Et là, je vous renvoie à une question. Qui prononce cet interdit ? 3 ans plus tard, en 1907, Freud et Mina, sa belle-sœur, partent pour Rome. Ils s'arrêtent 3 jours à Florence, visitent Fiesole, les ruines étrusques, et Mina ne poursuit pas le voyage. On ne sait pas trop pourquoi. Mina retourne à Merano et Freud poursuit seul son voyage. Il s'arrête à Orvieto, puis il descend à Rome. Il y rencontre Max Eitingen et cette rencontre n'est probablement pas tout à fait fortuite. Il souffre de solitude car Freud n'aime pas voyager seul. Et il écrit à Martha « Pense à ma joie en rencontrant ici au Vatican, après une aussi longue solitude, le visage d'un être cher. » Martha n'a pas lieu d'être jalouse. Il s'agit de Gradiva, la sculpture romaine du musée Chiaramonti. Son essai consacré au récit de Jensen est paru 4 mois plus tôt. Et ici, je fais une petite parenthèse pour vous amuser. Voici la couverture de mon exemplaire du 8e volume des œuvres complètes de Freud publié par les PUF. Et vous verrez que Gradiva est devenue Gravida. Alors, je crois que c'est le plus beau lapsus calami que j'ai jamais rencontré. Et ça pose une question, mais au fond, de qui Gradiva est-elle grosse ? Et la réponse paraît évidente, elle est grosse de Zoé, la vie, Zoé, la jeune fille qui va réveiller et guérir de sa psychose et de son fétichisme l'archéologue du récit de Jensen. Bon, voici la sculpture que j'ai pu photographier il y a bien longtemps au musée du Vatican. Et au musée de l'Acropole d'Athènes, j'ai eu la surprise de trouver cette sculpture qui a probablement été l'inspiratrice de la copie romaine. Il s'agit de l'une des Horai, les heures, ces déesses des saisons, avant d'être celle de la paix, de l'ordre et de la justice. Et j'ai pensé quelquefois que nous ferions bien, contemporains, de célébrer à nouveau le culte de ces 3 déesses. Voici la copie que Freud a achetée, la copie du musée Chiaramonti, et il avait placé cette copie au pied du divan. J'ai pu la photographier à Londres, à Marysville Gardens.
En 1910, c'est avec Ferenczi que Freud voyage en Italie. Ils font halte d'abord à Paris pour aller au Louvre admirer les tableaux de Léonard de Vinci. L'essai consacré à Leonardo est paru peu avant. Freud le présente comme son roman psychanalytique. Les œuvres de Leonardo avaient pour Freud une importance particulière. Vous avez ici la photographie que j'ai prise à la National Gallery de Londres. C'est ce qu'on appelle le carton de Londres, auquel André Green a consacré un essai très, très pointu, très, très intéressant. Alors pourquoi cette photographie? Mais parce que tout simplement, à Maresfield Gardens, j'y ai trouvé, dans la bibliothèque de Freud, une reproduction. Mais il y a mieux. Voici une photographie d'Edmund Engelmann. Engelmann, c'est le jeune photographe recruté par Eichhorn avec l'assentiment d'Anna, qui a photographié en mai 1938, à l'insu de la Gestapo, tout l'intérieur du cabinet et de l'appartement de la famille Freud. Alors sur cette photographie d'Engelmann, vous pouvez voir à l'avant-plan toutes les antiquités égyptiennes, chinoises, gréco-romaines, sans aucun ordre. Elles sont comme toute la collection de Freud. Il n'y avait pas de systématisation. À l'arrière-plan, vous avez la bibliothèque avec une photographie de Lou Andrea Salomé. Entre la bibliothèque et cette console surchargée d'antiquités, deux tableaux. L'un qui est facilement reconnaissable aux pseudocornes qui naissent de la tête, c'est une reproduction du Moïse, de Michel-Ange, je vais y venir. Et ici, caché par un bodhisattva de la dynastie Sung, un tableau que Rita Ransorov, la commentatrice des photographies d'Engelmann, décrit simplement comme un paysage non encadré. Elle a mal fait son travail, Rita Ransorov, parce qu'enfin, l'arbre que vous voyez ici, le sommet de la tête d'un enfant, l'ébauche d'un drapé, tout cela est tout à fait caractéristique d'un tableau célèbre, c'est la Sainte Anne, ce qu'on appelle aussi l'Anna Mettersa, Anne, la Vierge, l'enfant, l'agneau. Voici l'arbre dont je vous parlais, voici le sommet de la tête de l'enfant. Bon, ce tableau, en fait, la reproduction du tableau a été offerte à Freud en 1927 par un de ses analysants, un botaniste, Arthur Tansley. Puis de Paris, Freud et Ferenczi s'en vont. Ils vont à Florence, ils s'arrêtent à Rome, ils s'embarquent à Naples pour Palerme et ils font le tour des sites archéologiques de la Sicile, Ségeste, Sélinonte, Agrigente, Syracuse. Et je partage entièrement l'opinion de Freud, il y a en Sicile autant de Grèce qu'à Athènes. Faire le tour de la Sicile, pour moi, mieux vaut Polybe et Thucydide que le Guide bleu ou le Baedeker. À Agrigente, Freud a une pensée pour Empédocle, qu'il considérait comme l'une des figures les plus grandioses, dit-il, de l'histoire de la culture grecque. Et pour une bonne raison, Empédocle a formulé l'existence de deux principes qu'il appelle philia et neichos, l'amour et la destruction, où Freud voit l'anticipation d'Eros et Thanatos. En 1912, il est à nouveau à Rome avec Ferenczi.
il loge dans un hôtel luxueux parce que les finances de Freud se sont améliorées. Il écrit à sa famille qu'il n'a pas l'ombre d'être un étranger à Rome, qu'il rêve d'y finir ses jours. Et tous les jours, il va à Saint-Pierre-aux-Liens pour revoir la statue de Moïse par Michel-Ange. Et Freud décrit dans son essai le regard courroucé de Moïse découvrant les adorateurs du veau d'or, la colère qui l'étreint, les tables de la loi qu'il est prêt à lâcher. Soyons clairs, Freud parle de lui-même. Il revient de Munich où il a exclu Steckel de l'association psychanalytique internationale et la rupture avec Jung se laisse pressentir. L'année suivante, en 1913, il est à nouveau à Rome avec Mina et il descend à nouveau à l'Éden et désormais Freud travaille. Il passe un temps considérable dans sa chambre d'hôtel pour, en 1913, rédiger l'avant-propos de Totem et Tabou et l'esquisse de l'essai sur le narcissisme. C'est le dernier voyage de Freud avant 10 longues années de guerre et de deuil. Cette décennie se termine, comme la précédente, par des ruptures. Adler en 1911, Steckel en 12, Jung en 13, et en 1913, il envoie à Abraham une carte postale de l'Arc de Triomphe de Titus avec ces mots « Le Juif y survit ». Mon troisième volume sera consacré au dernier voyage de Freud en Italie. C'est 10 ans plus tard, en 1923, à Rome, pour 3 semaines. C'est son plus long séjour romain et c'est avec Anna, entre les deux phases de son analyse sur le divan de son père. Et on a retrouvé une liste où sont consignés tous les sites visités matin, après-midi, soirée. Et je vous avoue que leur programme a dû être exténuant. Rien ne leur échappe. L'Antiquité, le Forum, la Via Appia, ils vont à Tivoli pour la villa d'Adrien, le Palatin, où ils passent leurs dernières heures, et puis les musées, les églises, et j'ai été surpris du nombre d'églises que Freud visite avec Anna. J'imagine qu'il y médite l'avenir d'une illusion. Pour ma part, j'avoue que je n'entre dans une église que pour les œuvres du Berlin ou du Caravage. Ainsi, par exemple, cette statue d'un des anges du Bernin dans une église qui s'appelle Sant'Andrea delle Frate, qui est toute proche de la Piazza di Spagna. C'est une église consacrée, tenez-vous bien, à la conversion des Juifs et des francs-maçons. Ou bien cette église du Trastevere, qui est San Francesco a Ripa, où l'on peut voir à nouveau une sculpture du Bernin, c'est l'extase de la bienheureuse Ludovica Albertoni. Cette église a une légende, on dit, les Romains disent, qu'une princesse romaine y fit célébrer la messe de funérailles de son amant, qu'elle avait décidé de faire assassiner. Et puis, il y a cette transverbération de Sainte Thérèse d'Avila à Santa Maria della Vittoria, transverbération que je trouve intéressante et qui fit dire à Lacan, mais enfin, il n'y a pas de doute, elle jouit. Avec ce voyage à
Rome en 1923, leur dernier voyage, donc avant le dernier voyage en Italie, mon projet était accompli. J'avais suivi Freud dans tous ses voyages italiens. Ce dernier voyage, pour moi, est la véritable intronisation d'Anna. Elle va, dans les années suivantes, représenter son père, aussi bien à Francfort pour l'attribution du prix Goethe, à Freiberg pour une inauguration d'une plaque sur la maison natale de Freud. Elle va le représenter à Vienne pour la cérémonie qui célèbre la fondation de l'université hébraïque de Jérusalem. Et Anna va entrer, bien sûr, au comité secret, puis au bureau de l'Association psychanalytique internationale. C'est Anna qui sera l'héritière de la collection d'antiquités et qui deviendra la gardienne de la mémoire de Freud. Mais ce séjour romain est aussi la cérémonie des adieux de Freud, car 3 mois plus tôt, il a été opéré dans des conditions atroces par Marcus Haschek, un otorino-laryngologue réputé mais piètre chirurgien. C'est une véritable boucherie où Freud risque de mourir, manque de mourir à cause d'hémorragies difficilement maîtrisables. Et en rentrant de Rome, il est opéré par le professeur Pichler, un chirurgien célèbre. Son calvaire, comme vous le savez, va durer 16 ans, une trentaine de réinterventions diverses. Il va devoir porter une prothèse qui affecte son élocution. Il perd l'ouïe de l'oreille droite. Sa manière de manger est aussi affectée. Et il ne voyage plus, sauf pour se rendre à Berlin dans l'espoir vain d'améliorer la prothèse. Et de chemins croisés, nos chemins vont désormais être parallèles. Et vous savez qu'en géométrie projective, les parallèles se rejoignent à l'infini. Mon projet, disais-je, était accompli, mais Freud ne se laisse pas quitter si facilement. L'analyse est finie, mais elle est interminable. Et je rassemblais dans un 4e volume mes pensées sur la maladie, sur la vieillesse, sur notre passion des livres, sur la photographie, sur notre judéité. Et puis je suivis Freud quand même dans son exil à Londres, à Ellsworth Road, puis à l'hôtel Esplanade, puis enfin à Maresfield Gardens, où il s'éteignit dans la nuit du 23 septembre 1939. L'Allemagne avait envahi la Pologne le 1er septembre. Je ne peux aborder ce soir tous ces thèmes. La judéité de Freud justifierait à elle seule tout un colloque. Elle a suscité bien des livres, bien des articles, bien des fantasmes et, je dois dire, bien des stupidités. Mais la photographie intéresse Freud à divers titres et je voudrais terminer ce soir par quelques considérations sur Freud et le portrait, sur la métaphore du fonctionnement psychique et sur l'usage que Freud fait des photographies composites de Galton. Il faut se rendre compte aussi qu'à la naissance de Freud, la photographie n'a pas 20 ans. Et pourtant, dès ses débuts, elle, malgré la complexité des daguerréotypes et des calotypes, la photographie va susciter un engouement extraordinaire. Des studios de photographie s'ouvrent dans toutes les villes d'Europe et des États-Unis. Et à Vienne, par exemple, entre 1860 et 1938, on identifie 197 studios de photographie, dont plusieurs, avant 14, s'enorgueillissent d'être les photographes de la cour impériale. On échange des cartes de visite photographie de 6 cm sur 9. Voici celle de Charcot, dans une pose très napoléonienne.
Charcot va offrir cette photographie-là, cette carte de visite photographique à Freud en février 1886, quand Freud quitte la Salpêtrière. Malgré sa pauvreté, Jacob Freud se fait photographier en 1864 avec son chéri, le petit Siggy, qui se prénomme encore Sigismund et qui a sur cette photographie donc 8 ans. Cette photographie est abondamment reproduite et pourtant il en existe un autre exemplaire où à la gauche de Sigmund se trouve la mère, Amalia. La photographie de Jacob, Freud, Sigmund et Amalia, on ne la voit jamais. Elle est pourtant dans les archives de Maresfield Gardens. À partir des années 1880, Freud se fait photographier. Il se fait photographier comme à peu près tout le monde à cette époque, car le portrait a cessé d'être l'apanage des princes, des riches, des puissants. Il s'est ouvert à toutes les classes sociales, y compris même les plus pauvres ou les moins fréquentables. Nous avons, dans les années 1860 à 1880, trouvé des cartes de visite photographiques des prostituées travaillant dans le Far West américain ou dans les bordels de la Nouvelle-Orléans. Bon, voici Freud en 1884, photographié par Wilhelm Engel. Voici Freud, à peu près à l'époque de son mariage, en 1886, photographié par Joseph Szekely. Freud, en 1890, photographié par Wilhelm Perlmutter. Et 2 ans plus tard, photographié par Joseph Szekely à nouveau. Vous remarquerez que toutes ces photographies sont très stéréotypées. Rien ne les distingue vraiment l'une de l'autre. Le visage est légèrement tourné, tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite, le regard est lointain, la photographie est techniquement correcte, mais elle est finalement sans âme. Cette photographie est un peu plus intéressante, et là, j'avoue, je n'ai pas réussi à trouver son auteur. C'est bien sûr Freud et Fliess, et nous savons exactement la date où elle est prise. C'est la dernière semaine de février 1895. Freud écrit à Fliess, on peut voir, nous ne sommes plus beaux, mais on peut voir sur mon visage la joie de t'avoir à mon côté après l'opération. L'opération dont il parle est l'opération catastrophique d'Emma Eckstein. Vous savez que Fliess a oublié 1 mètre de gaz dans la cavité nasale d'Emma Eckstein qui va faire des hémorragies qui sont bien près de lui coûter la vie. Et puis, plus rien, plus de photographies pendant une dizaine d'années, mais la situation de Freud a changé. Et son éditeur insiste pour avoir sa photo. Freud y est réticent. Il a vieilli, il ne s'aime plus, et il ne veut plus se faire photographier. En 1907, quand Jung lui demande sa photo, Freud lui répond « ça fait 15 ans, il exagère, c'est 10 ans, ça fait 15 ans que je ne me fais plus photographier parce que je suis trop vaniteux pour accepter le spectacle de ma déchéance physique. » Il se fait donc photographier un peu contraint par Ludwig Grelich et il hait cette photographie. En voici un tirage un peu plus rapproché. Freud déteste cette photographie et il refuse de se faire photographier désormais. Mais, en 1909, quand il rentre
des États-Unis. Il débarque à Brême. De Brême, il va à Hambourg, où vit sa belle-mère. Et là, à Hambourg, il se laisse photographier par Max Halberstadt. Vous voyez tout de suite la différence dans la qualité du cliché. Ici, le regard est direct. Freud fixe le spectateur, le scrute littéralement. Max Halberstadt va devenir son gendre 3 ans plus tard. Il épouse Sophie, la seconde fille, la 5e enfant de la famille. Sophie a rencontré Max à Hambourg, la ville dont sa mère et sa tante sont originaires, dont son arrière-grand-père, Isaac Bernays, était grand rabbin. J'ai trouvé la raison pour laquelle Max Halberstadt et Sophie se sont rencontrés. Ce n'est pas le hasard. Comme dans beaucoup de familles juives, on pratiquait une sorte d'endogamie. Le cousin germain de Max Halberstadt a épousé la cousine germaine de Martha et Mina Bernays. Donc, la rencontre n'a probablement pas du tout été fortuite. Et Max va devenir le photographe officiel de Freud jusqu'en 1936, date à laquelle il quitte l'Allemagne pour l'Afrique du Sud, chassé bien sûr par l'avènement du nazisme. Le portrait le plus célèbre de Freud par Max Halberstadt est celui-ci, Freud dit au cigare. C'est une photographie magnifique. Freud pose pour la postérité. Cette photographie a été prise en septembre 1919. Alors j'attire votre attention sur une chose, c'est que s'il y a bien le cachet de Max Halberstadt dans le coin inférieur droit, la photographie est signée de Freud. Comme Freud va signer toutes les photographies qu'il offre, et il les date non pas de la prise de vue, ici 1921, mais de la date à laquelle il offre sa photographie. Et vous verrez cette photographie souvent reproduite dans des catalogues, notamment celui du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, le MAJ de Paris, avec une date erronée. La légende est Freud en 1932. Ce n'est pas Freud en 1932, mais la photographie de Maris Weingarten porte au verso une dédicace, Freud, Dankbar, 1932. Et les curateurs d'exposition prennent cette date pour la date où la photographie a été prise. Non, c'est la date à laquelle Freud l'a offerte. Quelles sont les raisons qui ont incité Freud à surmonter l'aversion qu'il avait avouée à Jung? La plus immédiate, c'est que son aspect physique a cessé de lui importer après 4 années de guerre et après un après-guerre à Vienne qui fut encore plus terrible. L'âge, les épreuves lui ont donné l'aspect d'un vieux sage et Hilda Doolittle lui trouvera une ressemblance avec une tête étrusque de la collection. J'imagine qu'elle a fait à Freud un grand plaisir. La seconde raison, c'est qu'il faut aider Max et les orphelins. Max, en 1919, crève littéralement misère à Hambourg. Lui donner du travail, le faire connaître, lui assurer des droits d'auteur sur les photographies utilisées en frontispice des livres, de leur traduction et dans les œuvres complètes, et satisfaire en même temps les éditeurs. Et puis, il y a la demande croissante des amis, des fidèles, des disciples, des sociétés et des associations psychanalytiques, et parfois même de ses patients, de posséder sa photographie. Pontalis, que j'ai eu la chance de fréquenter à Paris, Pontalis estimait que la photographie ne figure jamais que l'absence. Mais pour Denis Skopin, la photographie
est un objet intermédiaire fabriquant à l'absent l'équivalent d'un corps spectral. Pour ma part, j'y vois plutôt une icône dont la vénération garantit à son possesseur un statut, une reconnaissance, une attestation de savoir, une sorte de diplôme. Et j'ai rapproché cela des imagines, les portraits de cire des ancêtres que l'on plaçait dans l'atrium des demeures patriciennes et que l'on portait aux funérailles. Ces imagines, tout comme plus tard l'imago impérial, n'étaient pas pour les Romains de simples images. Elles étaient le véhicule de la présence réelle. Vous savez que Freud avait assumé le rôle de père de la psychanalyse, tout comme celui de pater familias et de patriarche qu'il tenait au sein de sa famille. Il avait avoué à Hilda Doolittle qu'il n'aimait pas être la mère dans le transfert. Mais être le père de la horte primitive, fût-elle psychanalytique, est une position dangereuse. Sa photographie, en particulier celle-ci, je vous pose la question, serait-elle l'équivalent du totem? Parfois, un cigare n'est rien d'autre qu'un cigare, aurait-il dit un jour. Et je l'imagine riant bien en lui-même de ce vitz, tout en sachant bien que le cigare est un signe de réussite et un objet phallique. Pour quelques happy few, Freud ne se contente pas d'offrir et de dédicacer sa photo. En retour, il exige la photographie de ceux qu'il a honorés. Ainsi, à Lou Andrea Salomé, il écrit « Je souscris, avec une modification, à votre désir, à condition que cela me permette de conclure une bonne affaire, à savoir, si j'obtiens en échange de mon portrait, le vôtre. » Et il décore la salle d'attente de Bergasse des photographies des membres du comité fondé par Jones en 1912, à la veille de la sécession de Jung. Et j'ai rapproché ces échanges de photographies des intailles montées en bague qu'il offre aux membres du comité et à quelques intimes. Photographies et anneaux sont pour moi des symboles du groupe, dans le sens antique du grec symbolon, un objet séparé en deux fragments, permettant à leurs possesseurs ou à leurs descendants de se reconnaître en assemblant les morceaux pour reconstituer l'objet et confirmer ainsi leur lien d'hospitalité. Pour moi, les photographies qu'échangent Freud et les premiers psychanalystes participent à la constitution et à l'existence de la cause, à l'inclusion de ses membres, ou, à contrario, à leur éventuelle exclusion, car comme les Romains, Freud était bien capable de prononcer la damnatio memoriae, la damnation de la mémoire. La dimension collective et sociale du portrait de Freud est aussi manifeste dans les photographies de groupe. Voici quelques autres photographies prises par Max Halberstadt, une variation de la photographie précédente. Freud en 1922, Freud en 1929, et une photographie que j'adore, mais qui n'a pas été prise par Max Halberstadt, mais par Laszlo Willinger en 1936. Je vais vous parler des photographies de groupe. Voici la première que j'ai retrouvée. Elle est prise en 1909 à Worcester lors du voyage aux États-Unis. Au centre se trouve Stanley Hall. Voici. Oh, là, on va un peu vite. Voici bien sûr Freud, Jung, et au second plan, Brill de New York, Jones et Sándor Ferenczi. Celle-ci a été prise en 1922, c'est la photographie du comité, prise à mon sens dans une visée apotropaïque, parce que le comité est déjà
le site de vive tension entre Rank et Jones. Au second plan, vous avez reconnu certainement Rank, Abraham, Eitingen, Jones, voici Hans Sachs et Sándor Ferenczi. Ce qui est intéressant aussi dans ces photographies de groupe, c'est que la place des personnages n'est pas neutre. Être assis à côté de Freud indique une prééminence. Et en 1922, certainement, Ferenczi occupe pour Freud une position privilégiée. J'arrive à la métaphore photographique. Je pense que une petite parenthèse cependant, avant de passer à cette métaphore, c'est que nous avons bien sûr d'autres photographies de Freud, des photographies banales, pas très différentes de celles que l'on trouve aujourd'hui dans les brocantes et les foires de livres, et que seule la notoriété de Freud a sauvé de l'oubli. On peut voir Freud, par exemple, dans le rôle de grand-père, Zaide tenant sur ses genoux Heinele, le fils de Sophie, Efchen, la fille d'Oliver, Gabriel, l'un des trois archanges de son fils Ernst. On a aussi, grâce à Engelmann, une photographie de l'intérieur des Freud où l'on a un pêle-mêle où se trouvent des photographies des trois garçons en costume tyrolien ou en costume marin, des deux petites filles, Sophie et Anna, dans des robes de mousseline. Tout cela est assez anecdotique et sans grande qualité, mais c'est intéressant quand même. La métaphore photographique, qu'est-ce que c'est? C'est une métaphore du fonctionnement psychique que Freud va faire grâce au progrès technique de la photographie à la fin des années 1880. À ce moment-là, les plaques de verre au collodion sont remplacées par un film de celluloïd et les appareils photographiques vont se miniaturiser de plus en plus. Ce sera d'abord le petit Browning de Kodak et puis en 1925 le premier Leica. Et ces progrès techniques vont permettre de dissocier la prise de vue du développement et le développement du tirage. Dans sa lettre à Fliss du 6 décembre 1896, puis 3 ans plus tard dans l'interprétation du rêve, Freud fait l'hypothèse, étayée par ce schéma, d'une perception consciente et sans mémoire, d'un inconscient où s'inscrivent les traces mnésiques sous la forme de représentation de choses, d'un préconscient où les traces de représentation de choses sont liées à des représentations de mots. Les processus d'excitation peuvent alors parvenir à la conscience moyennant certaines conditions d'intensité et d'attention. Dans cette conception, la prise de conscience est liée à une verbalisation. Et dans son schéma, Freud introduit en plus des systèmes où les premières inscriptions mnésiques sont les traces de perception, ont des associations de simultanéité, de causalité ou de contiguïté. Ces systèmes sont parcourus dans une direction progrédiente ou régressive, et Freud compare cette première topique à un système optique, la longue vue. 12 ans plus tard, dans sa note sur l'inconscient en psychanalyse, il recourt à la métaphore photographique, je le cite, « Une analogie grossière avec cette relation supposée entre l'activité consciente
et l'activité inconsciente pourraient être tirées du domaine de la photographie ordinaire. Le premier stade de la photographie est le négatif. Toute image photographique doit passer par le tirage négatif, et ceux des négatifs qui ont réussi l'examen sont admis au tirage positif qui aboutit à l'image. Ainsi, au travers d'une référence au tirage négatif et au tirage positif, Freud distingue les traces mnésiques et la formation des images mnésiques. Le latent est assimilé au négatif et le manifeste au positif. Dans la 19e leçon consacrée à la résistance et au refoulement, Freud insiste. Tout négatif ne donne pas nécessairement un positif et il n'est pas davantage nécessaire que tout processus anémique se transforme en un processus conscient. Et dans son Moïse, en 1938, Freud revient encore sur le point qu'un enregistrement photographique après n'importe quel délai peut être développé et transformé en image. La métaphore photographique permet donc à Freud d'illustrer les notions d'inscription, de développement, de latence, de sélection, de censure, de refoulement, tout en figurant la transformation des processus inconscients en processus conscients dans une temporalité, dans une topique, dans une dynamique. Et le refoulement peut être secondaire, compris comme un défaut du tirage, primaire, par défaut du développement du négatif, ou originaire, par défaut de l'inscription même des traces de perception sur la pellicule psychique. Cette conception de la psyché prolonge les écrits antérieurs du neurologue et en particulier sa contribution à l'étude des aphasies, à l'esquisse, et elle suscite l'intérêt contemporain de certains neuroscientifiques tels que Mark Solms de l'Université de Johannesburg. Ce n'est pas le lieu ni le temps de développer plus avant cette métaphore photographique, mais je la trouve extrêmement importante et on trouve dans l'œuvre de Freud d'autres utilisations de termes photographiques, notamment clichés, développement. Et comme vous le savez, les images de négatifs positifs sont utilisées aussi dans d'autres contextes. Vous connaissez la formule célèbre, la névrose est le négatif de la perversion, ou l'opposition entre hallucination négative et hallucination positive. André Green a approfondi le concept. Quelques mots sur les photographies composites de Galton. Galton était un cousin de Darwin. Il a eu l'idée de superposer sur une même plaque des portraits photographiques dans le but de définir des spécimens de personnalité, de santé, de maladie, de criminalité. Ainsi, Galton a proposé le portrait type de différents membres d'une même famille, comme par ici, ces deux sœurs, ou ce portrait composé de toute la famille de 6 membres, mais aussi des portraits de criminels, des portraits type de tuberculeux, des portraits type de syphilitiques, des portraits type de juifs, toute classe inférieure qui l'oppose aux pasteurs, aux médecins, aux ingénieurs de Westminster. Cet eugénisme a fortement discrédité Galton, bien que le procédé de Galton est l'ancêtre du morphing cinématographique. Et Freud fait allusion à Galton dans le rêve de l'oncle à la barbe jaune pour illustrer le phénomène, le processus de condensation onirique. Dans le fameux rêve de l'injection faite à Irma, on
pense que Irma est une condensation de Anna Hammerschlag et de Emma Eckstein. Condensation et formation de mots composites sont aussi un mécanisme du Witz, dont Freud donne de nombreux exemples. Le plus connu est un Witz d'Heinrich Heine. C'est l'histoire du Schnorrer qui sort de chez Rothschild et qui se vante d'avoir été traité comme son familionnaire. Freud fait aussi allusion à Galton dans les premières pages du Moïse à propos de la thèse de Ring exposée dans Le mythe de la naissance du héros. On peut construire, dit-il, une légende moyenne que l'on retrouve dans des cultures différentes et indépendantes. Un des exemples les plus connus, c'est celui de l'enfant exposé, Moïse, Paris le Troyen, Romulus et Rémus, et bien sûr Édipe. Dans son récit des souvenirs écrans, Freud condense et projette deux fantaisies l'une sur l'autre pour en faire un souvenir d'enfance. Il y a d'autres textes de Freud qui, sans mentionner la photographie, interpellent le photographe. Je citerai très brièvement, parce que je commence à abuser de votre patience, le rêve fait à la mort de Jacob Freud, où Sigmund lit sur un placard « On est prié de fermer les yeux ». Et puis le texte bref, La tête de Méduse, dans lequel il évoque l'effroi masculin à la castration, de la castration à la vision du sexe féminin. J'ai photographié ce graffiti de La tête de Méduse inspiré du Caravage dans une rue de Florence. Il y a le merveilleux texte intitulé L'inquiétante étrangeté que j'aime passionnément, où Freud décrit le fantasme d'énucléation des globes oculaires, où il aborde aussi les thèmes du double et de l'image en miroir, qui m'ont inspiré cet autoportrait au Leica, où mon Leica prend la place de mes yeux. Et puis le Moïse, bien sûr, où Freud interprète l'interdiction de la représentation de Dieu comme un triomphe de la spiritualité sur la sensorialité. Les trois essais, où il analyse la pulsion scopique du voyeurisme et sa sublimation vers l'épistémophilie et vers le champ artistique. Et enfin, Pulsion et destin de pulsion, où Freud avance que le stade préliminaire du plaisir de regarder est une formation narcissique. Je terminerai ce tour d'horizon extrêmement succinct de Freud et de la photographie par ce merveilleux portrait pris par Marcel Sternberger en août 1938 à la demande de Stefan Zweig. Freud n'était pas très chaud à l'idée de se laisser photographier, mais Stefan Zweig insiste, et puis Marcel Sternberger est un Viennois, Freud est à Londres, il se sent quand même un petit peu coupé de ses racines, donc il reçoit Marcel Sternberger et il lui dit, vous savez, pour mettre le photographe à l'aise, je déteste prendre des poses artificielles. Sternberger le rassure et lui dit, avec moi vous n'aurez pas à le faire, professeur, vous n'aurez même pas à regarder mon appareil, je vais vous photographier sans que vous vous en aperceviez. Freud rétorque, c'est encore pire. Ces photographies soi-disant candides. Je suis encore plus repoussant. Mais pourquoi voulez-vous photographier un visage aussi usé que le mien? Sternberger, mais professeur, la photographie révèle l'essence d'un caractère. Vous devriez être fier de chacune de vos rides. Ah, dit Freud, ça ressemble à de la flatterie. Je maintiens que seules des considérations esthétiques doivent guider l'artiste. Avait-il raison? Non, bien sûr. Ce ne sont pas des considérations esthétiques qui guident l'artiste, c'est tout autre chose. Et je terminerai par quelques mots. Qu'est-ce que photographier pour moi? Photographier, c'est ma façon de voir. C'est ma façon d'écrire. C'est ma façon d'entendre. C'est saisir dans le temps
et dans l'espace un fragment de réalité. La photographie nous donne l'illusion de soustraire à l'oubli, au néant, un sourire, un visage, un être humain. Barthes disait d'elle, ça a été. Non, c'est encore. L'inconnu sur la rampe d'Auschwitz-Birkenau, si belle encore malgré le convoi, n'a jamais cessé de plonger ses yeux sombres dans les miens. Et le petit Sigmund Dack d'avancer vers moi dans l'état de cadavre de Bergen-Belsen. Photographier, c'est fixer en une fraction de seconde une image qui permettra plus tard de retrouver un présent devenu passé. Mes souvenirs deviennent ce que mes photos en font. Lartigue appelait l'objectif de son appareil photographique l'œil de ma mémoire. Et Georges Perec, Claude Simon, Patrick Modiano, entre autres, construisent leur récit sur de vieilles photographies. La trace est au cœur de la psychanalyse, mais elle est aussi au cœur de mon œuvre de photographe. Ces traces peuvent être banales et appartenir à notre quotidien. Vous en avez un bon tirage là-bas. Vous voyez la différence de qualité entre une projection et une œuvre. Appartenir à notre quotidien, disais-je, des graffitis, de vieilles affiches déchirées, décolorées par le soleil et par la pluie. Nous passons sans les voir, indifférents à leur avertissement. Il est plus tard que tu ne crois. J'ai dressé au début des années 90 la cartographie d'un monde disparu. Les anciens charbonnages de Liège et de sa banlieue. Il n'en reste le plus souvent que des terrils couverts de bouleaux et d'acacias. Parfois, de vieux bâtiments en ruine au pied des terrils. Et dans les broussailles, on découvre parfois les dalles qui ont fermé les puits d'extraction. Une date, celle de la fermeture, un chiffre, la profondeur du puits. Et avec la fermeture des charbonnages, c'est tout le quartier qui se mourait lentement, les cafés qui fermaient, comme une blessure qui saigne, et la vie s'en va, au goutte à goutte. J'ai suivi de Dixmude à Verdun les traces de la Grande Guerre. L'histoire y rejoignait celle de mes aïeux, ces hommes de guerre, et leurs récits se confondaient à mes lectures. Pendant plusieurs années, j'ai parcouru l'Allemagne et l'Europe de l'Est, la Pologne, l'Ukraine, la République tchèque, la Lituanie. Je suis allé de camp en camp, de cimetière en cimetière, de ghetto en ghetto, sur les traces encore visibles de l'extermination des Juifs européens. Dans ces photographies, je voulais exprimer l'absence, l'irrémédiable absence, la mort d'une civilisation, d'une langue. J'ai photographié les ruines de l'Antiquité, dont l'ancienneté a remplacé le caractère douloureux par une vague nostalgie et l'illusion, bien fausse, de temps plus heureux que les nôtres. Et c'est dans ces images d'Italie et de Grèce que j'ai croisé les traces de Freud. Il arrive qu'un chercheur de traces croise celle d'un autre chercheur de traces, qui est lui-même. Le mot vestige vient du latin vestigium. Vestigium, c'est l'empreinte des pas, la trace du pied ou du sabot d'un cheval. C'est, par extension, la piste du gibier que traque le chasseur. Ma piste, celle que depuis 50 ans j'interroge avec pour arme un Leica ou un Hasselblad, c'est le rapport qu'entretiennent trace et absence.
C'est sur cette ligne fragile que je m'avance jusqu'au jour où mes photographies seront à leur tour les traces de mon absence. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, un grand merci. Chers collègues. Nous avons bien ressenti votre grand amour pour l'Italie, pour Freud et aussi pour la photographie. Malheureusement, nous avons assez peu de temps pour la discussion, donc j'avais deux petites remarques. Vous n'avez pas ou peu parlé de Trieste, donc je pense que c'est aussi important de visiter Trieste, là où Freud a pris le bateau pour Athènes, donc il a dû attendre avec son frère parce qu'il n'y avait pas la possibilité de traverser la mer Adriatique. Et donc Trieste a été très importante pour l'origine de la psychanalyse italienne avec Edoardo Weiss, mais aussi je pense que Italo Svevo, qui a écrit son roman Confession de Zénon et qui a comme thème, comme sujet, une psychanalyse. Donc c'était pas trop tard après Freud. Et deuxièmement, tu as parlé de l'Ampel de Groot, et l'Ampel de Groot qui a été la présidente de la société hollandaise, donc la société, elle était la fondatrice de la psychanalyse néerlandaise. Et de Groot a été en analyse chez Freud en 2002, au moment qu'il a fait son cancer de mâchoire. 22, c'était, excusez-moi. En 23. Ou 23. Donc, l'Ampel de Groot était en analyse et Freud écrivait des lettres à l'Ampel de Groot en la demandant de l'envoyer des cigares hollandaises à lui. Donc, sachant qu'il avait quand même un cancer de la mâchoire. Donc, nous avons vu les photos de Freud avec ses cigares. Oui, il a aimé les cigares, mais c'était aussi la cause de sa mort, je pense. Alors, je réponds très brièvement. D'abord, Trieste a été important dans la vie du jeune Freud, puisque, comme étudiant en médecine, il est allé à Trieste pour disséquer, je crois que c'était des anguilles, et essayer de trouver les gonades des anguilles et faire des dissections. Et quant au voyage à Athènes, effectivement, Freud et Alexander sont à Trieste, mais pour s'embarquer et faire une croisière sur l'Adriatique. Et on connaît l'histoire par le récit que Freud en fait à Romain Rolland 32 ans plus tard. Il rencontre une connaissance d'Alexander qui leur demande ce qu'ils vont faire, et ils répondent tous deux on va à Corfou, on va faire une petite croisière et on va s'arrêter à Corfou. Et la relation commerciale d'Alexander lui dit: Corfou, mais qu'est-ce que vous allez faire à Corfou? Vous allez vous y ennuyer, et puis il n'y a rien à faire à Corfou, et il fait très chaud à Corfou. Allez plutôt jusqu'à Athènes. Alors, Freud et son frère sont, dit Freud, de mauvaise humeur. Et ils tombent bien d'accord que c'est tout à fait impossible d'aller à Athènes. Ils n'ont pas de passeport, ils ne pourront pas y aller. Ils vont quand même au bureau de la Floyd et bien sûr, ils prennent leur billet pour Athènes. Et c'est cet éblouissement à Athènes
c'est leur seul voyage, c'est le seul voyage en Grèce que fera Freud. Il ne se limite pas à l'Acropole, il visite aussi le Thessaion, le temple qui était attribué à Thésée. On pense maintenant qu'il est plutôt un temple d'Héphaïstos ou d'Héraclès. Donc voilà pour Trieste. Il ne faut pas oublier que Trieste est vraiment à la frontière italo-autrichienne. C'était encore une ville autrichienne, je pense. En 1904, c'était encore autrichien. Oui. C'est devenu italien parce que l'Italie, en 1915, rompt ses accords, ses traités avec l'Allemagne et l'Autriche, rejoint l'entente avec la promesse qu'une fois la guerre terminée, elle pourra annexer tout le Tyrol du Sud. Rejoignant le camp de l'Angleterre et de la France, Emmanuel Lévy, qui était l'ami de Freud et qui était professeur d'archéologie à l'université de Rome, est prié de plier bagage. Et voit son professorat terminé et devra rentrer à Vienne où il est reconverti et trouve une place à Vienne. Voilà pour Trieste, mais je ne suis pas entré dans ces détails-là parce que j'aurais pu parler pendant plus longtemps encore. Eh bien, est-ce que vous avez des questions? Arlette? Merci beaucoup, cher Luc, pour tout ce travail, pour la qualité de tes photos, pour tout ce travail dont je suis admirative, tu le sais bien. Je voulais quand même reprendre quelque chose puisque tu as parlé d'auto-analyse. Et je me disais que cette auto-analyse avec des mouvements d'identification et un transfert sur Freud, ce n'est vraiment pas banal. Et je me demandais, je te demande, au fond, puisque par les portraits, par les photos, par les voyages, tu es quand même très proche là d'un aspect corporel, charnel de Freud. Il y a une certaine intimité, et je trouve, par rapport à son corps vieillissant, évoluant, de portrait en portrait. Et le choix de ses voyages, c'est aussi quelque chose qui est à la fois dans sa vie de psychanalyste, mais aussi dans sa vie intime. Et je me demandais ce que cette part d'intimité a eu comme effet pour toi, ce que ça a de particulier, de singulier, cette auto-analyse. Ah, c'est une vaste question. Et je pourrais répondre par une pirouette. Freud est un enchanteur. Il apparaît d'ailleurs, comme vous le savez, dans le roman Les Enchanteurs de Romain Gary. Et Romain Gary est un sujet de discorde entre toi et moi, car pour moi, Romain Gary n'est pas du tout un imposteur. Mais Freud représente un personnage important dans ma vie, mais depuis très très longtemps. J'avais 15 ans quand j'ai lu les 3 essais sur la théorie de la sexualité dans cette merveilleuse collection Idées de Gallimard. C'était en même temps d'ailleurs que les réflexions sur la question juive de Sartre, qui étaient publiées dans la même collection, en même temps que le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. C'est vrai qu'il y a une proximité physique, mais c'est quand même surtout le philosophe que j'aime en Freud, l'auteur de la métapsychologie, l'auteur de L'avenir d'une illusion.
le découvreur du ça. Ce n'est pas l'Édipe qui m'a intéressé au premier chef chez Freud, pour une raison très simple, c'est qu'il me semblait enfoncer une porte ouverte. Je me souvenais très bien, je me suis toujours souvenu très bien qu'à l'âge de 4 ans, j'ai déclaré à ma mère que je l'épouserais. J'ai une mémoire photographique. Je vois la scène, je sais dans quelle pièce c'était, ce qu'elle faisait. Je suis arrivé, j'ai dit, maman, quand je serai grand, je t'épouserai. Elle m'a répondu, et papa? Et je lui ai répondu, tu divorceras. Il n'était plus nécessaire de tuer le père en 1952. Donc, lire chez Freud l'Oedipe, je me suis dit, oui, ça n'a rien de génial. Et d'ailleurs, Diderot a déjà formulé l'Oedipe dans Le Neveu de Rameau. Non, ce que j'ai trouvé absolument génial chez Freud, c'est le fonctionnement, son modèle du fonctionnement psychique. Et c'est pour ça que son livre sur les aphasies, pour moi, lui aurait mérité le prix Nobel. C'est absolument remarquable de concevoir la psyché comme une fonction et pas seulement comme des localisations anatomiques. Donc ça, c'est bon. Alors, j'aime l'homme, c'est vrai. J'aime l'homme. Je n'ai pas abordé un aspect qui, pour moi, est très important, c'est la judéité de Freud. Comment peut-on être à la fois juif et athée? Ça, pour moi, c'est capital. Mais ce n'est pas unique. Tu sais comme moi que Viviane, et ma femme, est elle aussi juif et athée, je suis juif et athée. Bref, pour nous, ce n'est pas incompatible. Ça va presque de soi. Ça ne va pas de soi systématiquement pour tout le monde. Hein. Donc, c'est un aspect de Freud qui m'a passionné, je peux bien le dire. Je n'ai pas une admiration éperdue pour Freud. Ce n'est pas la Torah. C'est un homme, je pense qu'il était rancunier. Je le suis aussi. Par contre, je trouve que cette espèce de bigamie qui fut la sienne m'est étrangère. Bon. Et autant que Freud, j'ai une énorme empathie pour Anna Freud. Et ça, tu le sais. Dans la fameuse querelle, j'aurais pris parti, j'aurais été aux côtés d'Anna. Alors, Freud m'a accompagné tout au long de ma vie. Ce sont des circonstances un peu tristes peut-être, oui, qui ont fait que je n'ai pas embrassé la spécialisation de psychiatrie dans une optique, bien entendu, de psychanalyse. Mais j'ai quand même, en rentrant de New York dans les années 80, fait une analyse en 2 phases. Mais j'étais déjà trop impliqué dans la cardiologie pour bifurquer à ce moment-là. Mais je n'ai jamais cessé de lire, de réfléchir, de penser. Et Freud, évidemment, a pour moi une importance vraiment très grande dans la mesure où je peux le dire, vous l'avez compris à certaines allusions, je suis moi aussi atteint d'un cancer. Qui, plus heureux que Freud, je n'ai pas de limitation aussi importante dans ma vie de tous les jours. Mais la mort est quand même une présence permanente dans mon existence. Eh bien, est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle?
Eh bien, malheureusement, il y a... Oui, Eliane? Oui, une dernière question d'Eliane. J'ai une question qui va vous paraître formidablement naïve. Et comment comprendre cette passion pour l'Antiquité? La vôtre, la sienne, celle de beaucoup d'ailleurs. Mais comment comprendre cette passion? Alors, je vais d'abord répondre pour moi, parce que ce n'est pas une question simple. Les questions naïves sont les plus compliquées d'abord. Je vais répondre pour moi. Pourquoi cette passion de l'Antiquité? Elle est d'abord littéraire. J'ai eu cette chance inestimable de lire les 2 poèmes homériques à l'âge de 9 ans, l'Iliade, l'Odyssée. Et ça m'a ouvert des portes. Et puis, à 16 ans, c'est la lecture des poètes latins. Si Freud a eu de l'importance dans ma vie, Horace en a eu peut-être encore davantage. Cette façon de dire que jouer à carpe diem et qu'on ne trouvera pas ailleurs d'explication au monde. Donc ça, c'est pour moi capital. Et puis, tout simplement parce que j'aime leur langue. J'aime le latin, j'aime le grec, et j'ai eu la chance de les lire couramment dès l'âge de 15 ans. Donc à 15 ans, je lisais le latin et le grec comme je lis le français. Et je n'ai jamais cessé. Donc j'ai une passion pour l'Antiquité qui remonte à cela. Et puis il y a la beauté des ruines. Et l'illusion que ces temps étaient peut-être meilleurs que les nôtres. C'est une illusion parce que je ne le crois pas rationnellement. Alors pourquoi Freud? Est-ce que je peux transposer de moi à Freud? Je pense que tous ceux qui aiment l'Antiquité, finalement, aiment l'Antiquité pour les mêmes causes. Une certaine civilisation. Oui, je n'ai pas d'autres réponses à formuler. Eh bien, je vous remercie vraiment pour votre générosité, surtout. Vous avez beaucoup à dire, donc notre temps ne suffit pas, mais peut-être il y a, lors de la discussion et le drink, il y a encore le temps de partager nos idées. Je vous remercie, je vous souhaite à vous de bonnes vacances de Pâques, surtout en néerlandophone. Malheureusement, nos collègues francophones doivent encore attendre un peu, mais ça viendra. Merci beaucoup.